Assalamu alaikum, avec vous Madame Derkawi Orkia. Dans cette vidéo, on va entamer une matière très importante qui concerne les algorithmes avancés et la complexité. Donc, ça concerne l'utilisation des algorithmes, comment utiliser le bon algorithme pour résoudre d'une façon efficace un problème. Donc, pour un début, on va donner la définition de la notion de complexité algorithmique avant de détailler sur comment choisir le bon algorithme pour résoudre efficacement un problème. Donc, on va se mettre dans le contexte. Donc, on est en face d'un problème qu'on voudrait résoudre informatiquement, si je puis dire, c'est-à-dire en utilisant un algorithme. Et par la suite, cet algorithme va être un programme qu'on va implémenter avec un langage de programmation sur un computer et on va voir le résultat la solution de ce problème. Donc, pour résoudre un problème, on va utiliser un algorithme. Donc, automatiquement, un algorithme, c'est un ensemble de données, ce sont les données. Et il y a des traitements sur ces données pour pouvoir trouver une solution de notre problème. Donc, les concepteurs s'intéressent naturellement à l'efficacité des algorithmes. C'est-à-dire, il y a deux questions auxquelles on doit répondre, ou bien le concepteur doit répondre. Quel algorithme puis-je faire tourner sur la machine sans que le résultat mette beaucoup de temps à arriver à la solution? Donc, comment choisir le bon algorithme qui va s'exécuter en un temps minimal? Si je résume. La deuxième question, quel algorithme puis-je faire tourner sans dépasser la capacité de la mémoire de la machine? Donc, qui dit mémoire, en général, le matériel, les ressources de la machine. C'est-à-dire, quel algorithme qui va utiliser moins de ressources matérielles. Donc, le fait de dire matériel, ça englobe plusieurs parties de la machine. Donc, ce sont deux questions que le concepteur, doit se poser pour pouvoir choisir le meilleur algorithme ou bien un algorithme efficace. On va arriver par la suite à déterminer ou bien à définir que veut dire un algorithme efficace. Bien. Donc notre souci, ou bien le souci de tout concepteur, est de trouver le meilleur algorithme qui résout notre problème. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on trouve la notion de la complexité algorithmique. Donc on va essayer de la définir petit à petit. Donc on va se poser premièrement, ou bien on va se dire que premièrement, pour résoudre un problème, il y a plusieurs algorithmes. C'est-à-dire il n'y a pas une seule façon, ou bien il n'existe pas un seul algorithme unique et exact pour résoudre un problème. Il y a plusieurs façons de le résoudre. Donc plusieurs algorithmes. Parce qu'en fin de compte, un algorithme c'est une idée. On va essayer de la concevoir d'une façon sous une structure algorithmique ou bien sous forme d'un modèle algorithmique pour l'implémenter dans la machine. Donc, pour résoudre un problème, il existe plusieurs algorithmes. On va prendre ce petit exemple dans le but de mieux comprendre cette notion de diversité d'algorithmes pour la résolution d'un problème et comment choisir un de ces algorithmes pour l'utiliser à la résolution. Donc, par exemple, on voudrait écrire un algorithme qui calcule et affiche la moyenne de trois nombres entiers. Donc, on a trois nombres entiers et on voudrait calculer leur moyenne et on voudrait les afficher. Bien. Donc, j'ai pensé à ces trois façons, à ces trois algorithmes. Donc, ces trois façons de résoudre ce problème qui est le fait de calculer la moyenne de trois nombres et de l'afficher. Donc, par exemple, dans un premier algorithme, je vais premièrement dans la partie déclaration, c'est-à-dire la partie données, je vais déclarer trois chiffres qui sont A, B, C, trois chiffres entiers et un deuxième chiffre M où je vais stocker la moyenne. Mon algorithme, c'est-à-dire le traitement de ces données, la partie traitement, c'est-à-dire ici entre le begin et le end, ça va être des instructions. Donc, premièrement, j'ai trois instructions pour lire, bien faire introduire les trois valeurs. Donc, A, B, C, read A, read B et read C. Puis, je vais initialiser M à 0 parce que j'ai une moyenne, j'ai une somme. Donc, M égale à 0. Donc, M égale à A plus B plus C. Et puis, ici, c'est une initialisation. L'initialisation, elle est toujours importante en algorithme. Donc, j'ai initialisé M égale à 0 parce que j'ai une somme. Bon.
je vais faire M, une affectation ici. Donc je pouvais changer le égal avec une flèche qui va vers le M. C'est le symbole de l'affectation. Pour ici, utiliser le égal. Mais vous pouvez toujours utiliser le symbole flèche qui veut dire une affectation. Donc, maintenant, je calcule ici la somme des trois chiffres, donc M égale à A plus B plus C, et puis je vais faire la division de la somme, donc M égale à M divisé par 3, et puis je vais faire une instruction write pour afficher la somme. Bien. Donc ça, c'est une première façon d'écrire l'algorithme. Il y a une autre façon. Toujours la même chose, mais ici, au lieu d'utiliser deux affectations, premièrement une affectation pour calculer la somme, une affectation pour diviser la somme sur 3, j'ai utilisé une seule affectation qui contient les deux opérations arithmétiques, c'est-à-dire l'addition et la division. Donc M égale A plus B plus C divisé par 3. Et puis, il y a le write. Je peux aussi penser à une troisième façon. Et il y a plusieurs façons de le faire. En changeant les structures de données et en changeant les instructions. Donc tout dépend du bagage théorique sur le langage de programmation, bien le langage algorithmique. Et bien sûr, selon l'idée que peut avoir le concepteur. Donc ici, par exemple, non, je ne vais pas utiliser trois variables pour les nombres. Je vais utiliser une seule variable pour le nombre, pour lire les trois nombres. Une variable pour stocker la moyenne et un compteur i parce que je vais utiliser une boucle. Donc je vais initialiser m égale à 0. For i a 1, 2, 1, 2, 3, do read a. Donc je vais utiliser une seule case mémoire, c'est-à-dire une seule variable qui va changer de valeur selon la valeur du chiffre entré. Et je vais récupérer cette valeur dans la somme. Donc read a, m égale à m plus a et end for. Donc ici j'ai calculé la somme en utilisant la même variable a qui va changer de valeur. Parce qu'on a la boucle ici. Une fois que j'ai calculé la somme dans la boucle for, je vais écrire une instruction d'affectation qui va me calculer la moyenne en divisant m par 3. Et puis l'instruction write pour afficher la moyenne m. Très bien. Donc vous voyez déjà ça, cela montre que pour résoudre un problème, on peut avoir plusieurs algorithmes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comment choisir le meilleur ou bien l'algorithme efficace. Bien, comment choisir un de ces algorithmes pour l'implémenter. Donc, d'une façon directe pour mieux comprendre, je vais essayer de compter les différentes instructions pour voir et pour calculer la complexité algorithmique. Et je vais prendre normalement l'algorithme qui a une complexité minimale. Ça, c'est d'une façon logique et directe. Donc, on voit ici que premièrement, ici je parle, le fait de dire calculer la complexité, il y a la complexité, c'est-à-dire temporelle sur le plan de temps, et il y a la complexité spatiale sur le plan des données, le stockage des données, c'est-à-dire l'utilisation des ressources matérielles. Dans notre cas ici, puisqu'on a des déclarations de variables, donc c'est l'utilisation de la mémoire. Donc ici, je vois que j'ai 4 cases mémoire. On a A, B, C, M. Bien, 4 espaces mémoire. Maintenant, le read a sur l'instruction, donc je vais prendre comme 1 par exemple, une seule instruction. Donc pour le calcul, je vais noter 1. Le read B c'est 1. Read C c'est 1, c'est-à-dire une seule instruction. L'initialisation M égale à 0, c'est une affectation, donc c'est 1. Ici, M égale à A plus B plus C. Donc le plus c'est une instruction. Le deuxième plus c'est une instruction. Et l'affectation c'est une instruction. Donc j'ai 3 affectations. J'ai le calcul arithmétique plus 1. Puis c'est-à-dire l'opération arithmétique somme qui est le plus, il y a 2 sommes, donc on a 2, et l'affectation ici on a 3, donc 3. Puis m égale à m sur 3, la même chose, on a une division, l'opération arithmétique division, donc c'est 1, et l'affectation c'est 2, donc on a 2. Et puis l'instruction d'affichage 1, donc si on va compter 1 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on a 10 sur le plan temporel. La complexité spatiale ici, on a 4 espaces mémoire, A, B, C, M, par exemple. Bien. Pour le deuxième algorithme, on a la même chose. Pour la complexité spatiale, on a 4 espaces. Donc, c'est la même chose. Pour le calcul, ça va être une différence. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé l'instruction d'affectation ici pour la somme. On a gardé qu'une seule affectation. Donc, on a ici toujours ça. Ici, c'est 1, 1 et 1. Ici, toujours c'est 1. Ici, on a 1 pour le premier plus, 1 pour le deuxième plus, 1 pour la division. Donc, 3 plus l'affectation, c'est 4. Donc, on a enlevé une affectation. Et puis le write 1. Donc on a la complexité égale à 9. C'est la complexité temporelle. Le troisième algorithme. On a diminué la complexité spatiale. Pourquoi? On a ici, on a pris 4 espaces. Ici, on a pris 3 espaces. Un seul espace pour les nombres, un espace pour la moyenne et un espace pour le compteur de la boucle. Parce qu'on a utilisé une boucle. Mais ça n'empêche que ça
que ça va augmenter la complexité temporelle. Parce que si on va compter, et si on a l'initialisation n égale à 0, donc c'est 1. Pour la boucle, on va faire le même traitement 3 fois. Donc déjà ici, on va affecter le i 3 fois. Donc on a 3 affectations. Ici, le 8, on va faire 3, 8, donc c'est 3. Pour ici, la somme, on a une somme et une affectation. Donc c'est 2 fois 3, c'est 6. Et puis on a ici la division et l'affectation. Donc c'est 2. Et l'affichage, c'est 1. Donc si on compte, on va trouver 16. Vous voyez que la complexité temporelle, elle a augmenté. Malgré que la complexité spatiale a diminué. Donc ici, comment choisir le bon algorithme? Donc c'est un algorithme efficace qui a moins de complexité temporelle et spatiale. Donc on va faire un compromis entre la complexité spatiale et la complexité temporelle pour choisir le meilleur algorithme. Ça, c'est pour se mettre dans le contexte de la notion de la complexité algorithmique et aussi le fait de dire que pour résoudre un problème, il n'existe pas un et un seul algorithme. Il y a plusieurs algorithmes. Bien. Et deuxièmement, il y a plusieurs façons d'écrire notre algorithme. Et par la suite, d'écrire notre programme. Parce qu'en fin de compte, notre algorithme, ça va être codé sous forme d'un programme pour pouvoir l'exécuter sur la machine. Donc ça, c'est pour se mettre dans le contexte. Donc c'est en calculant la complexité algorithmique, c'est-à-dire la complexité spatiale et temporelle de chaque algorithme, qu'on peut choisir le meilleur algorithme pour résoudre notre problème, de façon efficace, bien sûr. Bien. Maintenant, donc en résumé, un problème X, il a plusieurs algorithmes pour le résoudre. Algorithme 1, 2, 3, c'est-à-dire N algorithmes. Donc il faut choisir le meilleur algorithme, revient à dire qu'il faut choisir un algorithme de complexité minimale. Bien. Donc, cela veut dire choisir un algorithme efficace. Donc, c'est quoi l'efficacité? Je vais toujours insister sur cette notion parce que c'est important, parce que c'est la base de notre travail. C'est-à-dire c'est la base du fait qu'on parle de complexité, c'est pour pouvoir choisir l'algorithme efficace. Donc, trouver différents algorithmes selon différentes méthodes de conception, comme on vient de le voir ici. Ici, le fait que j'ai écrit 3 algorithmes pour le même exercice, ça veut dire qu'il y a 3 conceptions. Il y a plusieurs conceptions différentes. C'est la conception, c'est le fait de penser à la façon de résoudre le problème. Ou bien le fait de dire comment je vais écrire mon algorithme. Quelles instructions utiliser, quelles données, quelle structure de données. Ok? Bien. Donc, pour résoudre un problème, il faut penser à différents algorithmes selon différentes méthodes de conception. Et ici, je vais donner une petite remarque entre parenthèses. Pour que l'étudiant-chercheur arrive à écrire un bon algorithme d'une façon efficace, il faut avoir un bagage théorique. Que veut dire un bagage théorique? Il faut avoir les notions bien solides, sûres et robustes sur les structures de données. Comment je peux structurer mes données? Parce que lorsqu'on a un problème, on a partie données, partie traitement. Donc lorsqu'on va capter les données, puis pour écrire l'algorithme, il faut les structurer. C'est-à-dire, est-ce qu'on va utiliser des tableaux, des listes chaînées, des variables, quel type de variables? Est-ce qu'on va utiliser, c'est-à-dire on va gérer les données d'une façon dynamique ou bien statique? Toutes ces questions-là, le concepteur ou bien le chercheur va y répondre grâce à son bagage théorique. Il doit avoir des notions de base sur les structures de données informatiques. Maintenant, aussi sur les types des instructions, comment gérer ces données-là, il doit savoir toutes les notions algorithmiques, comment utiliser les boucles, comment utiliser c'est-à-dire le traitement conditionnel, inconditionnel, les branchements, comment utiliser les sous-programmes, les fonctions et les procédures, comment faire des appels, c'est-à-dire récursifs, toutes les notions dédiées à l'algorithmique, il faut bien les dominer pour pouvoir écrire notre algorithme premièrement et deuxièmement l'écrire d'une façon efficace, c'est-à-dire bien choisir les structures de données de telle façon à utiliser moins de ressources matérielles et aussi utiliser les bonnes instructions pour gérer ces données pour pouvoir diminuer la complexité temporelle. Donc vous voyez que les notions algorithmiques sont vraiment c'est-à-dire importantes pour pouvoir diminuer la complexité algorithmique. Bien, donc je ferme la parenthèse et je reviens à mon exposé. Donc, pour résoudre le problème, on a différents algorithmes selon les méthodes de conception. Deuxièmement, il faut analyser leur efficacité. Donc, analyser leur efficacité comment? En calculant la complexité en termes de temps et en espace mémoire.
façon générale. C'est 3 points pour dire qu'il y a d'autres paramètres à considérer qu'on va voir par la suite d'une façon détaillée. Pour le moment, il faut se tenir, c'est-à-dire dans la tête que il y a une complexité temporelle qui concerne la notion de calcul, c'est-à-dire les instructions, et il y a la notion d'espace mémoire, c'est-à-dire la façon de structurer nos données. Et troisièmement, il faut choisir, une fois qu'on va analyser et calculer, c'est-à-dire analyser l'efficacité et calculer la complexité, il faut choisir le meilleur algorithme, bien sûr selon la taille du jeu de données et bien sûr la puissance du matériel, ainsi de suite. Donc, je reviens toujours à la notion d'efficacité. Premièrement, le fait de dire un jeu de données ici, je vais utiliser des fois la notion de données et des fois j'ai dit jeu de données. Ça veut dire la même chose. Que veut dire jeu de données? Donc un jeu de données, que je vais noter X, est l'entrée de l'algorithme. C'est-à-dire c'est le input. C'est les données, je peux dire que c'est la matière première. C'est les données que va gérer l'algorithme pour avoir des solutions. Ou bien des résultats. Donc, on dit jeu de données parce que ça change. C'est des instances. Ça change selon la situation. Donc c'est un jeu de données. C'est des instances. C'est des situations qui diffèrent selon le cas. Donc un jeu de données X est l'entrée d'un algorithme. Donc ça, ces deux barres veut dire le cardinal, c'est-à-dire la taille, le nombre. Donc le cardinal de X, c'est-à-dire le nombre de données d'entrée, qu'on va appeler la taille du jeu de données X, et noter cardinal de X. Par exemple, si on a un algorithme de tri, donc le cardinal X, c'est-à-dire le nombre, bien la taille du jeu de données, bien la taille des données, et le nombre d'entiers à ordonner. Donc si par exemple j'ai 20 entiers, je voudrais les ordonner dans un nombre décroissant par exemple. Donc le jeu de données, il a la taille de 20, parce qu'on a 20, c'est-à-dire 20 entiers. Par exemple dans une multiplication, si je voudrais multiplier deux chiffres, donc la taille du jeu d'entrée X est le nombre des chiffres de facteurs à multiplier. Par exemple, si je voudrais multiplier deux chiffres, donc la taille du jeu de données X est 2, parce que j'ai deux chiffres, ainsi de suite. Donc, la complexité, elle est, c'est-à-dire dépendante de la taille du jeu de données, c'est-à-dire la taille de données, de façon plus simple, ou bien, c'est-à-dire simplifiée. Donc, on exécute notre algorithme avec plusieurs jeux de données pour déterminer la quantité de ressources, c'est-à-dire en temps et en mémoire, en fonction de la taille des données. Bien sûr, c'est-à-dire en considérant l'indépendance de l'ordinateur et de langage de programmation. Donc, bien, aussi un axe concernant l'efficacité des algorithmes est le fait de considérer la taille des jeux de données. Parce qu'on a notre algorithme, on a écrit notre algorithme, très bien. Maintenant, les entrées de l'algorithme, c'est-à-dire les jeux de données, c'est des instances, c'est des situations, donc ça change. La taille, ça change. On peut multiplier. Par exemple, si on a un programme de multiplication, on peut multiplier. Ou bien un programme de tri, ou bien un algorithme de tri. Donc, comme données, on a un ensemble de données à trier. Donc, par exemple, trier 20 entiers, par exemple, ça va être moins coûteux que trier 100 entiers, c'est sûr. Donc, si le nombre, bien la taille du jeu de données augmente, automatiquement la complexité augmente, c'est-à-dire on a plus de calculs. C'est pour ça que lorsqu'on exécute notre algorithme, on va l'exécuter selon plusieurs jeux de données, selon la taille de l'algorithme. Donc pour pouvoir calculer la complexité algorithmique de cet algorithme de façon générale, il faut la calculer en fonction de la taille des données. Ou bien en fonction de la taille de jeu de données. C'est pour ça qu'on va voir après que pour mesurer la complexité, c'est une fonction. Tout dépend de la fonction et à quelle forme. C'est une fonction qu'on va déduire selon les différents tests qu'on a sur notre algorithme. Et bien sûr, pour pouvoir, c'est-à-dire généraliser, on va calculer cette complexité en considérant que l'algorithme. Donc c'est indépendant de l'ordinateur et du langage de programmation. Donc on est dans c'est-à-dire dans le stade de la conception. On a l'algorithme ici, écrit de cette façon-là, c'est-à-dire c'est l'algorithme. On ne considère pas le langage, c'est-à-dire le C ou bien le Java ou bien le Python, non. Ça, c'est le côté programmation. On va calculer la complexité algorithmique en considérant l'algorithme. Pardon. L'algorithme dans sa phase conceptuelle, c'est-à-dire avec les données et les instructions, sans considérer le langage.
et aussi sans considérer les capacités de la machine utilisée. Parce que vous voyez que c'est-à-dire le même programme, il peut s'exécuter sur plusieurs types de machines. Donc si la machine elle a des capacités, c'est-à-dire fort, c'est sûr que l'exécution elle est plus rapide par rapport à d'autres, de façon générale. Donc dans notre cas, lorsqu'on voudrait calculer la complexité, c'est-à-dire dont on vient de dire qu'elle est en fonction de la taille du jeu de données, ou bien de la taille des données, on va faire ça indépendamment de l'ordinateur, c'est des capacités, bien des ressources de la machine, et indépendamment du langage de programmation. Ça c'est important, c'est une remarque qu'il faut prendre en considération. Tout ce qu'on va faire par la suite, le calcul de la complexité, il est indépendant du type de la machine utilisée, c'est-à-dire des ressources de la machine utilisée, et il est indépendant du langage de programmation utilisé par la suite pour pouvoir implémenter notre algorithme. Donc, le calcul, il est fait au stade, c'est-à-dire de l'algorithme proprement dit. Donc, en résumé, l'efficacité d'un algorithme dépend de la taille des données, ou bien de la taille des jeux de données, et aussi de l'espace mémoire. Très bien. Donc, pour pouvoir, puisqu'on a plusieurs algorithmes de résolution pour le même problème, il faut comparer la complexité algorithmique des différents algorithmes pour choisir le meilleur, bien l'efficace. Donc la comparaison des algorithmes selon différentes analyses, on peut avoir trois résultats. Il y a le meilleur cas, c'est-à-dire le cas optimiste, on trouve le meilleur algorithme. Il y a l'analyse moyenne et il y a le pire cas, c'est-à-dire l'analyse pessimiste. On a un cas, c'est-à-dire on va utiliser plusieurs jeux de données pour calculer la complexité. Donc, on va considérer le pire cas pour généraliser, parce qu'on a trois cas. On peut avoir un jeu de données qui va nous donner une complexité de meilleur cas, c'est-à-dire optimiste, une complexité minimale. On peut avoir un cas où on a une complexité moyenne, et on a un cas pire cas, car on a une complexité vraiment, c'est-à-dire maximum. Donc, dans le cas général, on va considérer le cas pessimiste, c'est-à-dire le pire des cas. Cela, c'est-à-dire il s'adapte c'est-à-dire au proverbe qui dit il faut, c'est-à-dire considérer, vaut mieux en fait envisager le pire des cas pour pouvoir dominer les autres cas qui sont moins pires. Vous voyez ça, c'est-à-dire le calcul de la complexité s'adapte avec ce proverbe-là qui dit il vaut mieux en effet toujours envisager le pire, parce que si on envisage le pire, on va faire des préventions de telle façon que les cas les moins pires, on va les dominer. Donc ça s'adapte avec cette idée-là qu'on va, c'est-à-dire dans le calcul de la complexité, on va considérer le cas pessimiste, le pire des cas, c'est-à-dire considérer le jeu de données qui va nous donner une complexité maximum. Ok, ça c'est une remarque. Bien. Donc une fois qu'on s'est mis dans le contexte, je vais définir maintenant la notion de complexité. Donc le propos de la complexité algorithmique est de mesurer la difficulté d'un problème à résoudre en évaluant l'efficacité des algorithmes pour le résoudre. Il faut bien relire cette définition parce qu'elle contient deux axes importants. Donc le propos de la complexité algorithmique est de mesurer la difficulté d'un problème. Donc c'est-à-dire dire si ce problème il est difficile ou facile. Comment? Donc, à résoudre en évaluant l'efficacité des algorithmes pour le résoudre. Comment on va dire ce problème il est difficile ou facile? C'est en évaluant, bien en calculant, bien en mesurant l'efficacité des algorithmes pour le résoudre. Donc, de cette définition, on déduit qu'il y a deux notions de complexité. Il y a un problème complexe et il y a un algorithme complexe. Donc, je vais mettre l'axe sur ces deux notions pour différencier entre les deux, ou bien pour mettre le lien entre les deux. Il y a un problème complexe et il y a un algorithme complexe. Ou bien il y a la complexité d'un problème et il y a la complexité d'un algorithme. Normalement, il y a un lien entre les deux. Parce qu'en fin de compte, l'algorithme, il est utilisé pour résoudre un problème. Donc, le fait de dire qu'on a un problème complexe, donc la complexité d'un problème P, que je vais noter P, est la complexité du meilleur algorithme qui résout P. Alors que la complexité d'un algorithme est le nombre d'opérations élémentaires qu'il doit effectuer pour mener à bien un calcul en fonction de la taille des données d'entrée, ou bien les jeux de données. Donc vous voyez, donc ce problème P, il a plusieurs algorithmes
qui peuvent le résoudre. Comment on va juger ou bien dire si ce problème il est complexe ou non, il est difficile ou bien facile? Si entre ces plusieurs algorithmes de résolution, on va choisir ou bien mesurer la complexité de tous ces algorithmes-là, et on va prendre le meilleur algorithme, c'est-à-dire l'algorithme qui a moins de complexité, et on va, c'est-à-dire l'adapter à ce problème-là. Par exemple, si on a trois algorithmes qui résolvent P, les trois algorithmes, dont les deux algorithmes, ils ont une complexité exponentielle, et un algorithme, il a une complexité polynomiale. Donc c'est sûr que le problème ici, il a une complexité, c'est un problème P de complexité polynomiale. C'est-à-dire on va l'adapter à l'algorithme qui a une complexité minimale. Donc ce qui veut dire que c'est le meilleur algorithme qui résout P. Il faut bien, c'est-à-dire spécifier, ou bien faire la différence, ou bien faire le lien entre ces deux définitions. Problème, bien la complexité d'un problème P est la meilleure complexité du meilleur, c'est-à-dire la complexité du meilleur algorithme qui le résout. Comment savoir quel est le meilleur algorithme entre les différents algorithmes de résolution de P? C'est en calculant la complexité de l'algorithme, de chaque algorithme, et prendre la complexité minimale. Donc la complexité d'un algorithme ici, c'est le calcul proprement dit de la complexité. C'est le fait de calculer le nombre d'opérations élémentaires qu'ils doivent effectuer, c'est-à-dire que l'algorithme doit effectuer pour mener à bien un calcul en fonction bien sûr de la taille des données d'entrée. Vous voyez, donc on s'est mis d'accord ici qu'un problème, on dit qu'un problème est facile ou difficile. Premièrement, on va prendre notre problème P, on va voir tous les algorithmes qui peuvent résoudre ce problème, on va calculer la complexité de chaque algorithme et prendre le meilleur algorithme, c'est-à-dire celui qui a une complexité minimale. Donc, et selon cet algorithme-là, qu'on va spécifier le type du problème. Donc, si la complexité, elle est, c'est-à-dire polynomiale, donc on va dire que c'est-à-dire du meilleur algorithme, elle est polynomiale, on va dire que le problème, il est facile. Si la complexité, elle est, c'est-à-dire du meilleur algorithme, elle est exponentielle, donc on va dire que le problème, il est difficile. Très bien. Donc j'espère que vous avez mis le lien entre les deux choses. Le fait de dire un problème est de complexité X et comment et calculer la complexité d'un algorithme qui résout le problème. Bien. Donc je reviens à ma définition, je vais relire. Donc le propos de la complexité algorithmique est de mesurer la difficulté d'un problème à résoudre en évaluant l'efficacité des algorithmes pour le résoudre. Donc le calcul de donc le fait d'évaluer ici cette efficacité de l'algorithme, c'est en la calculant. Donc le calcul de la complexité d'un algorithme permet de mesurer sa performance. On mesure le nombre, donc comment calculer cette complexité? On mesure le nombre d'opérations fondamentales ou bien élémentaires. Si on a des, comme on a vu tout à l'heure, si on a une boucle ici, la boucle, c'est une boucle qui va faire les traitements plusieurs fois. Pour calculer la complexité, on va mesurer les instructions élémentaires. Donc, puisque ici on a, par exemple, for i allant de 1 jusqu'à 3, on va faire 3 affectations à i. C'est pour ça que j'ai pris 3, parce que je dois mesurer les opérations élémentaires, bien fondamentales. Donc, j'ai 3 affectations, donc je vais prendre 3, pas une. Malgré que j'ai une seule instruction, for i allant de 1 to 3, la boucle for, c'est une instruction itérative, mais on a 3 affectations élémentaires, donc je vais mesurer 3. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit que pour mesurer la complexité, il faut mesurer le nombre d'opérations fondamentales ou bien élémentaires qu'un algorithme effectue sur un jeu de données. La complexité est exprimée comme une fonction de la taille du jeu de données. La complexité est exprimée comme une fonction de la taille du jeu de données. Donc c'est une fonction mathématique qu'on va voir après qui a comme paramètre ou bien comme variable qui est la taille des données. Donc, il existe 2 types de complexité. Il y a la complexité spatiale qui permet de quantifier ou bien de mesurer l'utilisation de la mémoire ou bien des ressources matérielles. Il y a la complexité temporelle, plus générale, pour mieux dire les ressources matérielles, et c'est-à-dire dans la partie importante qui est la mémoire. Il y a la complexité temporelle, elle permet de quantifier ou bien de mesurer la vitesse d'exécution. Bien. C'est sûr que ça concerne le processeur et l'accès aux différents registres. Maintenant,
On va s'intéresser pour un début spécifiquement à la complexité temporelle. Donc l'objectif d'un calcul de complexité algorithmique temporelle est de pouvoir comparer l'efficacité des algorithmes résolvant le même problème. Dans une situation donnée, cela permet donc d'établir lequel des algorithmes disponibles est le plus optimal. Comme on venait de le dire, le fait pour pouvoir choisir le meilleur algorithme, on doit calculer la complexité de tous les algorithmes qui résolvent le même problème. Pour des données volumineuses, la différence entre les durées d'exécution de deux algorithmes ayant la même finalité, c'est-à-dire la même fonctionnalité, peut être de l'ordre de plusieurs jours. Donc, il faut savoir qu'on a un problème P qui peut être résolu avec plusieurs algorithmes. C'est sûr qu'il y a un algorithme qui est plus efficace que d'autres. Bien. Donc, réaliser un calcul de complexité en temps revient à compter le nombre d'opérations élémentaires, comme je viens de le dire, par exemple comme l'affectation, le calcul arithmétique, c'est-à-dire le plus, le moins, la division, ou bien logique, et les comparaisons, par exemple entre deux valeurs, bien deux variables, qui sont effectuées par l'algorithme. Il faut toujours tenir dans sa tête que le calcul de la complexité, ça concerne les instructions élémentaires. Donc on doit détailler ou bien développer l'algorithme en des instructions élémentaires pour faire le calcul de la complexité. Donc c'est sûr, comme on vient de le dire, le calcul de la complexité, ou bien on pourrait modéliser la complexité selon une fonction qui a comme variable la taille des données. Ça c'est en général. Donc la complexité est exprimée comme une fonction mathématique. C'est une fonction mathématique qui est en fonction de la taille du jeu de données. Donc, comment mesurer la complexité? C'est grâce, donc ça c'est une fonction qu'on va noter T de n. Ça c'est la première expression. On exprime la complexité algorithmique comme une fonction de la taille du jeu de données. Donc, on va noter T de n. T c'est temps, c'est-à-dire time en anglais. Par convention, T c'est pour dire le temps. Donc, on est dans le contexte de la complexité temporelle. Donc, elle est en fonction, c'est la variable ici, c'est le n. N c'est quoi? C'est la taille du jeu de données qu'on a expliqué. Donc, maintenant, on ne va pas utiliser T de n. On va utiliser un arrondissement, une approximation, si je puis dire, qu'on va noter l'ordre de grandeur. Donc, la complexité, elle n'est pas exacte, parce qu'on ne va pas utiliser le T de n d'une façon, c'est-à-dire totale. Ça va être très difficile, c'est-à-dire très diversifié. Donc, c'est pour ça qu'on va faire un arrondissement. Bien, comportement asymptotique. Mathématiquement, on dit ça, c'est un comportement asymptotique. Comment? C'est-à-dire, si on a T de n qui est la fonction, c'est-à-dire la fonction mathématique qui exprime la complexité, donc on a T de n, c'est-à-dire le temps de calcul des données qui ont comme taille n. On ne va pas utiliser T de n, on va utiliser un arrondissement asymptotique qu'on va appeler grand O de f de n, qui est en fonction de n. Grand O de f de n, il est dominé asymptotiquement par f de n. Cette notation-là, rho de f de n, c'est une notation de Landau. On pouvait utiliser directement, c'est-à-dire rho en fonction de n. Ici, c'est une fonction. Pourquoi? Parce que c'est selon c'est-à-dire le paramètre maximum qui est dans la fonction t de n. Donc, c'est grand O f de n ou bien rang des fois. On trouve, c'est-à-dire la prononciation rang de f de n ou bien grand O de f de n ou bien big O en anglais f de n. Donc, cette approximation, on va voir comment on va approximer. On va voir par la suite. Donc, au début, on a t de n qui est la vraie fonction de la complexité en fonction, bien sûr, de la taille du jeu de données qui est noté n. On va l'approximer, puis faire un comportement asymptotique, bien dominé asymptotiquement par la fonction f de n. Donc on a rho f de n. Comment? On va le voir maintenant. Donc la complexité en temps d'un algorithme sera exprimée par une fonction notée t, c'est-à-dire t pour time, bien temps, qui dépend de la taille des données passées en paramètres, donc le n. Plus ces données seront volumineuses, plus il faudra d'opérations élémentaires pour les traiter. Donc on notera le n, le nombre de données à traiter. Donc la donnée en elle-même, et il y a premièrement donc cette complexité, c'est-à-dire cette fonction t, elle dépend de n, qui est la taille des données, et c'est sûr que puisque n augmente, le calcul de la complexité augmente, c'est sûr et certain, et aussi elle dépend de la donnée en elle-même, c'est-à-dire de la façon dont sont réparties les différentes valeurs qui la constituent, et aussi de la structure des données.
les structures utilisées dans l'algorithme pour exprimer ces données-là. Donc, la structure, ça concerne, c'est-à-dire, elle a un impact sur le calcul. Maintenant, par exemple, si on effectue une recherche séquentielle d'un élément dans une liste non triée, on parcourt un par un les éléments jusqu'à trouver ou pas trouver cet élément-là. Ici, si on a par exemple un ensemble une liste qui contient des nombres, des éléments, on veut trouver un élément X dans cette liste. On peut le trouver comme on peut ne pas le trouver. Et pour le trouver, l'algorithme utilisé, c'est l'algorithme qui va, c'est-à-dire parcourir la liste une à une, élément par élément, pour trouver l'élément ou bien ne pas trouver. Ce parcours peut s'arrêter dès le début si le premier élément est le bon. Donc vous voyez ici que tout dépend de l'élément, c'est-à-dire du jeu de données c'est-à-dire utilisé. Si on va par exemple donner un élément qui se retrouve par hasard dans le début de la liste. Donc ici l'algorithme va être très rapide parce qu'il va trouver le premier élément testé. Donc la solution elle est trouvée dans un temps très rapide. Mais si par exemple l'élément ne se trouve pas dans la liste, donc on peut également être amené à parcourir toute la liste entier par entrée si l'élément cherché n'est pas, il est dans la dernière position ou bien il n'existe pas. Donc si par exemple, un autre hasard, l'élément cherché, il se trouve dans la fin de la liste, donc l'algorithme va parcourir toute la liste pour arriver à cet élément, à ce dernier élément. Ou bien si l'élément ne se trouve pas dans la liste, donc aussi l'algorithme il va parcourir toute la liste pour dire que l'élément n'existe pas. Donc le deuxième jeu de données, c'est-à-dire le deuxième élément choisi, c'est-à-dire proposé, il a pris plus de temps que le premier élément. Parce que le premier jeu de données, l'élément était dans la tête de la liste, donc on l'a trouvé facilement. L'algorithme était rapide, la sortie était directe. Mais s'il est dans la fin de la liste, l'algorithme va être lent parce qu'il va tester tous les éléments de la liste. Donc vous voyez que c'est pour montrer que la complexité dépend du jeu de données. Vous voyez, c'est-à-dire de la situation, c'est-à-dire dans la situation, ou bien l'exemple utilisé, si je puis dire. L'exemple utilisé. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, puisqu'on a plusieurs cas, on peut, c'est-à-dire pour le même algorithme, on peut exécuter un exemple. Il va nous donner le résultat dans un temps rapide. Des fois, on va utiliser un deuxième exemple. Il va nous donner le résultat dans un temps médian. Et des fois, on va utiliser un exemple, un jeu de données, qui va, pour le même algorithme, hein, qui va nous donner le résultat dans un temps vraiment très lent. Donc, c'est le même algorithme. Mais ces résultats dépendent du jeu de données, selon le cas dont on est. Donc, c'est pour ça que pour juger de l'efficacité de l'algorithme, on va prendre le pire des cas. C'est-à-dire, on va considérer l'exemple qui nous a donné, c'est-à-dire l'exemple du jeu de données qui nous a donné le résultat dans un temps lent. Donc, on considère le pire des cas. Ça, c'est une remarque très importante, il faut la comprendre. Donc, on a le même algorithme, je répète, c'est toujours bien de répéter pour mieux comprendre. Donc, si on a un algorithme, okay, qui résout le même problème, des fois, on va exécuter. Donc, on a notre algorithme, on l'a implémenté dans un langage C, par exemple, et on va l'exécuter. Ou bien même si on a notre algorithme, on va faire des exécutions manuelles, si je puis dire. Donc, on va donner les premiers exemples, parce que lorsqu'on écrit un algorithme, on va l'écrire d'une façon générale, c'est-à-dire avec des données, des variables. Ok. Dans l'exécution, on va donner des instances, c'est-à-dire la variable, elle va prendre des valeurs. Par exemple, ici. Ici, c'est un algorithme qui calcule la moyenne. On a A, B, C et le M. Donc, c'est un algorithme qui trouve la moyenne de 3 nombres. Donc, lorsque j'ai écrit mon algorithme, j'ai écrit d'une façon générale. Je considère 3 nombres A, B, C. Ok? Je ne connais pas les valeurs de ces variables-là. C'est des variables. Lorsque je vais exécuter mon algorithme, je dois donner des valeurs à ces variables. C'est ça le jeu de données. C'est le fait d'instancier, le fait de donner des valeurs aux variables. C'est ça qu'on appelle jeu de données. Donc, on a pris un cas, un exemple. Donc, par exemple, A égale à 2, B égale à 3 et C égale à 5. Vous voyez, ça, c'est le jeu de données. Le fait d'instancier. D'accord? Donc, des fois, avec une instance, par exemple, avec 2, 3, 4, lorsque j'exécute, je trouve un temps. Si je change les variables, je vais trouver un autre temps. Donc c'est-à-dire la complexité, ça va différer. Je parle du temps, de la complexité temporelle. Donc,
avec des jeux de données différents, on peut avoir un meilleur cas, c'est-à-dire c'est un cas optimiste, c'est-à-dire l'algorithme va donner le résultat dans un temps rapide. Le même algorithme, je vais le dérouler ou bien l'exécuter avec un autre jeu de données, avec une autre instance. Donc, ça va me donner le résultat dans un temps moyen. Et le même algorithme avec un jeu de données différent, c'est-à-dire autre, ça va me donner mon résultat dans un temps vraiment le pire des cas, c'est-à-dire pessimiste, dans un temps très lent. Donc, pour calculer la complexité, on va considérer le pire des cas. Vous voyez, le pire des cas, c'est le cas pessimiste. Pour généraliser, bien sûr. C'est logique. Donc, on prend le pire des cas et ça s'adapte avec le proverbe qui dit, c'est-à-dire dans la vie, c'est toujours bien de considérer le pire des cas pour être prêt. Donc, si le pire des cas, il est là, donc déjà, je suis prête. Sinon, eh bien, c'est bien. Je vais être... je vais pas me... C'est-à-dire... ça ne va pas me gêner. Alors que si je considère toujours les meilleurs cas, donc si par hasard on a le pire des cas, donc ça va, je vais être bloqué parce que je ne me suis pas préparé. Et c'est un proverbe, mais c'est une stratégie qui est utilisée dans l'économie, dans les planifications. On considère toujours les pires des cas pour faire la prévention. Ok? Pour faire de la prévention ou bien pour être prêt, c'est-à-dire pour se préparer au pire des cas. Pour éviter bien sûr de se bloquer ou bien d'échouer. Ça c'est en parenthèse. Bien, je reviens à ma complexité. Donc j'étais ici en mention de la fonction de complexité pour dire qu'on considère le pire des cas. Donc on était dans le cas c'est-à-dire de la liste. Si on effectue la recherche, c'est-à-dire d'un élément dans une liste, donc on a vu qu'il faut toujours considérer le pire des cas. Donc, si on effectue une recherche séquentielle d'un élément dans une liste non triée, on parcourt un par un les éléments jusqu'à trouver ou pas trouver cet élément. Donc, ce parcours peut s'arrêter dès le début si le premier élément est le bon. Donc, ça c'est le cas optimiste, c'est le meilleur cas. Mais on peut également être amené à parcourir la liste en entier, c'est-à-dire au total, si l'élément cherché est en dernière position, ou bien s'il ne figure pas, n'existe pas dans la liste. Donc c'est le pire des cas. Donc dans le calcul de la complexité, on considère le pire des cas. Cette remarque nous conduit à préciser un peu notre définition de la complexité temporelle. Donc en toute rigueur, on peut en effet distinguer deux formes de complexité en temps. Donc j'insiste toujours sur la notion du pire des cas et du meilleur cas. Donc la complexité dans le meilleur des cas, c'est la situation la plus favorable. Bien sûr, c'est le temps rapide par exemple. Par exemple, rechercher un élément situé à la première position d'une liste, c'est le cas favorable, c'est le cas optimiste. La complexité dans le pire des cas, c'est la situation la plus défavorable, c'est-à-dire c'est la pire. Donc, par exemple, rechercher un élément dans une liste alors qu'il ne figure pas, qu'il n'existe pas dans cette liste-là. Ça, c'est le pire des cas. Donc on calculera le plus souvent la complexité dans le pire des cas, car elle est la plus pertinente et la plus générale. Vous voyez, ça c'est ce qui résume tout ce que je viens de dire. Lorsqu'on a un algorithme et on a plusieurs jeux de données, donc il y a un jeu de données qui va nous donner une situation favorable, comme on l'a dit ici, si dans notre cas de tri, l'élément bien de recherche, l'élément est situé dans la première position d'une liste, et pour un autre jeu de cas, si l'élément n'existe pas dans la liste, et on va lancer la recherche, donc il va chercher tout dans toute la liste, élément par élément, et en fin de compte, il va dire que l'élément n'existe pas. Donc c'est le cas défavorable, ou bien le pire des cas. Donc en conclusion, lorsqu'on calcule la complexité, on considère le pire des cas. Et c'est logique. Pourquoi? Pour généraliser bien sûr, et pour avoir une complexité pertinente. Donc cela, toujours je le redis, ça s'adapte avec un proverbe qui est utilisé dans notre vie courante, le fait de dire il vaut mieux considérer, et en effet toujours considérer ou bien envisager plutôt le pire des cas. Ça c'est, je pense que c'est un bon comportement, c'est un comportement sain pour pouvoir se préparer au pire cas. Si le pire cas ne vient pas, eh bien j'ai été préparé. Ça résume notre exposé. Maintenant on va revenir au calcul proprement dit en utilisant la fonction mathématique pour pouvoir calculer.
Donc on a dit qu'on n'utilise pas directement T de n. T de n, c'est la fonction, c'est-à-dire c'est la fonction qui exprime la complexité. Elle est en fonction du jeu de données n, qui est la taille du jeu de données. Mais on a dit qu'on va utiliser un rho de f de n, c'est-à-dire c'est un arrondissement, c'est une approximation si je puis dire. Mathématiquement, on va dire que c'est un comportement asymptotique, c'est-à-dire le rho f de n, il est dominé asymptotiquement par f de n. On va voir des exemples pour comprendre cette notion du comportement asymptotique. Par exemple, on a ici, on va le lancer mathématiquement et puis je vais le visualiser sur un schéma. Pour comparer des algorithmes, il n'est pas nécessaire d'utiliser la fonction t directement, mais seulement l'ordre de grandeur. Comme son nom l'indique, c'est un arrondissement. Qui dit l'ordre de grandeur, on va considérer le grand coefficient, pas coefficient, la grande puissance. On va voir ça. Donc on va utiliser l'ordre de grandeur asymptotique, on va noter grand O, bien rond, ou bien big O en anglais. Donc on dit le grand O, bien big O. Donc on ne va pas utiliser T de n, on va utiliser grand O de f de n. Mais ça dépend toujours de la taille de jeu de données qui est n. Donc une fonction T de n qui mesure la complexité d'un algorithme en fonction des jeux de données n est approximée en grand O de f de n. Ok, si on a cette fonction mathématique qu'on va bien expliciter avec ces exemples-là. Il existe un n0 appartenant à n, un entier n0 appartenant à n. Il existe un c appartenant à r, un réel. Donc, quel que soit n appartenant à r+, n supérieur ou égal à n0 implique que le cardinal de t de n, bien c'est-à-dire le nombre, est inférieur ou égal à c fois le cardinal de f de n. Bon, c'est une fonction mathématique. Pour mieux l'expliquer, c'est-à-dire la toucher, autrement dit, je vais le mettre avec des exemples pour mieux comprendre. Autrement dit, c'est-à-dire d'une façon explicite. Parce que ça, c'est une expression mathématique en utilisant des opérateurs mathématiques. Autrement dit, T de n est en rho de f de n s'il existe un seuil n0 à partir duquel la fonction t est toujours dominée par la fonction f à une constante multiplicative fixée c près. C'est-à-dire, ici, on a ce schéma-là. Vous voyez qu'on a plusieurs types de fonctions T de n. Mais on a pris que, c'est-à-dire on a pris le comportement asymptotique. C'est-à-dire on a utilisé l'ordre de grandeur. On a pris le grand, c'est-à-dire la grande puissance. Donc ici on a 2n, 1 au carré, n, log de n, 1. Donc c'est-à-dire on va prendre c'est-à-dire le paramètre, c'est-à-dire à partir duquel la fonction ici visuellement ne va pas changer beaucoup. Le changement il est minime. Donc on considère le paramètre de grandeur, c'est d'ordre grand. Parce qu'on a dit que grand O de f de n, c'est un ordre de grandeur. L'ordre de grandeur, c'est-à-dire de quel degré qu'on va, à quel degré on va, c'est-à-dire le grand degré à considérer, pour ne pas considérer tous les degrés. Bien sûr, pour simplifier la mesure. Et c'est mathématiquement, c'est valide. Hein. Par exemple, si on a t de n égale à 7, 7 c'est constant, c'est une constante. Donc on a ici une fonction quand c'est rho de 1. Toujours c'est rho de 1, quelle que soit la valeur. Par exemple, si on a t de n égale à 1, donc c'est rho de 1. Si on a t de n égale à 7, c'est rho de 1. Si on a t de n égale à 9, c'est rho de 1. Bien sûr, c'est une constante. On va le voir ici. Ici, vous voyez que ça c'est le schéma de rho de 1. On a une droite. Donc à droite, c'est-à-dire y égale à 1. Rho de n égale à 1, donc l'ordonnée égale à 1. Donc ça ne change pas. C'est toujours, quel que soit le jeu de données, la taille n, c'est toujours la même complexité, le même calcul, le même nombre de calculs. Donc c'est constant. Donc c'est 1. Ça c'est le cas, le cas optimiste. Plus facile. Maintenant, si on a t de n égale 12n plus 5, donc on a n, ici on a un coefficient plus grand, on a la constante 5, et on a une variable qui dépend du jeu de données qui est en fonction de, c'est-à-dire avec le coefficient 12n plus n. Donc on ne va pas considérer toute cette formule. On va prendre premièrement le jeu de données sans considérer ça, cette notion, c'est-à-dire le paramètre multiplicatif, ça c'est le 12, on ne va pas considérer le 12, on va prendre le paramètre avec la puissance la plus grande. Donc ici, la puissance c'est 0. On a 5 fois n à la puissance 0, c'est 1. Ici, on a n à la puissance 1. Donc on va prendre la puissance n sans prendre le 12. Donc c'est rho de n. Parce qu'on a pris
l'ordre de grandeur, c'est-à-dire la puissance la plus grande. Vous voyez pourquoi? Parce que 12n plus 5, c'est-à-dire si on va considérer que le n, ça va, c'est-à-dire si on va considérer 12 et le 5, ça ne va pas changer beaucoup. Ici on a ça, c'est le n. Vous voyez? Ça c'est une droite. C'est toujours une droite qui a comme x et y, tout dépend de la valeur de x ici, c'est-à-dire l'abscisse c'est n et l'ordonnée sera de n. Donc c'est cette droite-là. Donc si on va ajouter le 12 et le 5, ça ne va pas changer beaucoup. Donc on va prendre l'ordre de grandeur, c'est-à-dire le coefficient le plus grand. Donc c'est n. Vous voyez? Pour ne pas compliquer les calculs, et ça va pas, c'est-à-dire ça n'a pas un grand impact sur le calcul de la complexité. Donc on va prendre le n. Ici, si on a t de n égale à 4n au carré plus 2n plus 6, on va négliger tous ces coefficients-là. On va prendre le plus grand, la plus grande puissance. Donc on a n au carré. Donc, et on va négliger le 4. Donc on a rho n au carré. Ici, je dois faire une parenthèse, bien mettre une parenthèse. J'aime pas les erreurs d'orthographe. Il faut que je les corrige. Donc ici, c'est rho n au carré. On a une parenthèse ici. Ok. Et je vais lancer mon diaporama, bien sûr. Bien. Donc, ici, on a t de n égale 4n au carré plus 2n plus 6. Donc, on va prendre le n au carré, rho n au carré, le plus grand coefficient, sans considérer le coefficient multiplicatif. On va considérer le coefficient ici additionnel. On a t de n égale à 2 plus n moins 1 fois 5. Si on va développer cette fonction, on va prendre le plus grand coefficient, c'est n. Donc, c'est rho de n. On va négliger toutes les autres parties. On prend le plus grand, c'est-à-dire le paramètre avec la plus grande puissance. Mathématiquement, c'est juste parce que mathématiquement, ça s'appelle un comportement asymptotique. On va considérer le coefficient le plus grand. On va négliger les autres, ça va pas, c'est-à-dire le fait de négliger les autres paramètres, ça n'a pas un grand impact sur le changement du calcul. C'est-à-dire ce grand coefficient, il va nous donner le calcul de la complexité efficace, dans les pires des cas, bien sûr. Donc, bien. Donc, les règles d'évaluation de grand O à partir de t de n, parce qu'ici, vous voyez qu'on a évalué rho de n à partir de t de n. Au début, on va calculer t de n, on va trouver la fonction t de n, qui est la vraie fonction de la complexité de l'algorithme, bien sûr, en fonction des jeux de données n, puis on va l'arrondir, ou bien faire un comportement asymptotique, on va utiliser l'ordre de grandeur grand O, qui est en fonction de n. Donc, les règles d'évaluation de grand O à partir de t de n, premièrement, il faut négliger les constantes additionnelles. Donc, tout ce qu'il y a, c'est-à-dire, on va prendre le plus grand, c'est-à-dire coefficient, puissance, et on va négliger les additions. Plus 5, on va le négliger. D'accord? Donc, on va négliger les constantes additionnelles, les constantes additionnelles. C'est-à-dire constantes dont le coefficient, c'est n à la puissance 0. C'est-à-dire la puissance. Deuxièmement, négliger les constantes multiplicatives. Donc, si on a 12 à la puissance 12 fois n, on va prendre que n. Donc, rho n. On va pas considérer le 12. Les constantes multiplicatives. Ça, c'est une constante qui est multipliée au paramètre qui a la plus grande puissance. Donc, on va les négliger. Troisièmement, négliger les termes d'ordre inférieur. Donc, on a 4n au carré plus 2n plus 6. Ici, dans t de n, on a trois termes. On a le terme 4n au carré, le terme 2n et le terme 6. Donc, on va négliger les termes d'ordre inférieur. Le fait de dire d'ordre inférieur, on va voir le coefficient du jeu de données n. Ici, le jeu de données, c'est n au carré. Ça, c'est 4n. Le 6 ici, c'est implicite, ça ne se voit pas. Mais si normalement, le 6, cela veut dire quoi? 6, c'est fois n, non, c'est fois, bien c'est n à la puissance 0. Ok, à la puissance 0. L'essentiel, c'est n à la puissance 0. n à la puissance 0, c'est 1. Donc, c'est 6 fois 1, c'est 6. Donc, on va négliger tous les termes d'ordre inférieur. Donc, ici, on a l'ordre 2. Ici, on a l'ordre 1. Et ici, on a l'ordre 0. Parce qu'il faut savoir, on parle d'ordre inférieur vis-à-vis de la variable. La variable ici, c'est quoi? C'est la taille de jeu de données. La taille de données n. Donc, on va prendre la taille des données dans l'ordre qui a l'ordre le plus supérieur. Donc ici, on a n au carré, on a n1, ici on a n0, donc on va négliger le n0, on va négliger le n1, on va prendre le n2, on va prendre le 2, c'est-à-dire le n2, le paramètre n2. Et bien sûr, on va négliger les constantes multiplicatives, comme on venait de le dire ici. Donc on a le 4, on va le négliger. Donc on va garder que le n au carré, donc c'est rho n au carré. Vous voyez? Très bien. Donc ça, c'est des règles qu'il faut respecter dans la déduction
ou bien l'évaluation de grand O, bien big O, à partir de T de n, qui est la fonction d'évaluation de la complexité temporelle. Donc, on a ici, c'est une complexité polynomiale, parce qu'on a un au carré. Ici, c'est une complexité aussi polynomiale, n. Ici, on a une complexité constante pour n, pour rho de 1. C'est une complexité constante. C'est-à-dire, quelle que soit la taille des données, le calcul est le même. Ici, le fait de dire une complexité constante, quelle que soit la taille des données, le calcul est le même. Le temps de calcul est le même. Donc, bien, de cela, donc, à partir de l'ordre de grandeur gros O, bien big O, on va déduire les classes de complexité. Donc, on a 3 classes, globalement. On a les classes des problèmes bien de complexité rapide, bien efficace, bien facile. Donc, la complexité, les classes de complexité rapide ou bien efficace, ce sont c'est-à-dire les algorithmes qui ont une complexité de l'ordre de rho log de n. Ça s'appelle sublinéaire, rho de log de n. La fonction, en fonction des jeux de données, c'est log de n. Linéaire, rho de n, et autres comme rho de n log de n. Ça, c'est pour la classe des complexités rapides ou bien efficaces. Maintenant, peu efficace, c'est-à-dire moyen. C'est polynomiaux, comme l'ordre de rho n à la puissance k. C'est n à la puissance k, c'est-à-dire syntaxiquement, k c'est une puissance. Donc rho n à la puissance k, pour k supérieur à 1. Parce que si c'est égal à 1, on est dans le cas linéaire. Ok, rho de n qui appartient à la classe efficace. La classe peu efficace ou bien moyenne, c'est rho, c'est le cas polynomial, c'est-à-dire rho à n à la puissance k, comme n au carré par exemple. Et exponentielle, en fonction de l'exponentielle. Et il y a la classe, et bien sûr la classe qui est supérieure à tout polynôme en n, c'est-à-dire tout polynôme en n, c'est toujours la classe moyenne. Et il y a la troisième classe, c'est la classe impraticable, c'est le problème un peu difficile. C'est-à-dire, elle est impraticable très rapidement. Lorsque n augmente, c'est-à-dire avec un peu, c'est-à-dire une taille minimale de jeu de données, c'est-à-dire n minimum, directement, bien rapidement, elle devient impraticable. L'algorithme devient impraticable. C'est-à-dire, il a dans un temps très lent. Ça prend des jours et des semaines pour s'exécuter. Donc, ça devient un temps impraticable. Parce qu'on a dit qu'un algorithme est efficace s'il s'exécute dans un temps pratique ou bien raisonnable. Mais, malgré qu'il est convergent, c'est-à-dire il nous donne une solution, mais dans un temps non pratique, c'est-à-dire il prend des mois ou bien des années pour s'exécuter, c'est un algorithme non pratique. Il est non efficace, malgré qu'il converge vers une bonne solution. Donc c'est un algorithme non pratique. Donc c'est pour ça qu'il y a la troisième classe, c'est la classe des algorithmes qui devient impraticable très rapidement lorsque le nombre, bien la taille des données augmente. Parce qu'il faut toujours se mettre dans la tête que la complexité des algorithmes, elle dépend de n. N c'est quoi? C'est la taille de jeu de données. C'est la taille de données. Donc si la taille de données augmente, la complexité augmente. Donc la façon avec laquelle cette complexité augmente, c'est ça qui nous donne les classes de complexité. Si elle augmente linéairement, c'est un problème facile. Si elle augmente polynomialement, c'est un problème peu difficile. Mais si elle augmente d'une façon exponentielle par exemple, ou bien c'est-à-dire plus, c'est un problème difficile, bien un peu difficile. Donc le symbole O, bien gros O, on le prononce gros O, bien big O, des fois rond, il y a des gens qui disent rond de n. Et en général, c'est grand O, bien big de O. Ça, c'est sur le plan prononciation. Donc ça, c'est la classe de complexité, bien sûr, en fonction de l'ordre de grandeur grand O. Et ça, et plus visiblement, ce tableau-là montre très très bien ces classes-là. Donc on a la fonction grand O, bien big O, on a le type de complexité. Donc si grand O, il a comme paramètre 1, donc c'est une complexité constante, c'est-à-dire elle est constante quelle que soit, c'est-à-dire la complexité temporelle est constante quelle que soit la taille c'est-à-dire des données ou bien de jeux de données. Ici, grand O de log de n, c'est une complexité logarithmique. Grand de n, c'est une complexité linéaire, c'est la plus facile. Grand rho n fois log n, c'est une complexité quasi linéaire, comme je viens de dire ici. On dit quasi linéaire ou bien on dit sublinéaire, c'est kiff kiff. Quasi linéaire ou bien sublinéaire. Il y a gros O de n au carré, c'est quadratique, comme on voit ici, parce qu'on a un polynôme avec le coefficient égal à 2. Si n3, donc c'est une complexité cubique.
Donc c'est la complexité polynomiale, parce que c'est n à la puissance k. Et dans le c'est-à-dire polynomial, les cas spécifiques, c'est n au carré, c'est quadratique. Si c'est n 3, c'est cubique. Si c'est n à la puissance k, c'est polynomial. Il y a la complexité grand O2 de n, c'est exponentielle, parce qu'on a ici l'exponentielle avec bien sûr, ici c'est le E, c'est-à-dire le 2. Et on a par exemple gros N factoriel, gros N factoriel ou bien gros O N factoriel, c'est une complexité factorielle. C'est dans le cas des problèmes difficiles. Ça, N3 et gros O N3, gros O 2N, N factoriel, c'est des problèmes. Non, c'est-à-dire gros O 2N, gros N factoriel, c'est des problèmes difficiles. C'est-à-dire les algorithmes qui ont c'est-à-dire les problèmes qui sont résolus par ces algorithmes-là, c'est-à-dire ces algorithmes qui ont une complexité gros O 2N ou bien gros O N factoriel, ce sont des algorithmes difficiles. Je vais venir par la suite sur les types des algorithmes. Le classement, ça c'est le classement de la fonction de calcul de la complexité. Par la suite, je vais donner la classe des problèmes selon les algorithmes qui les résout. Parce qu'on a vu qu'on a déjà dit qu'il y a la complexité d'un problème, il y a la complexité d'un algorithme. On l'a déjà mentionné et je vais le relire parce que c'est important. Après, je vais donner la classe des problèmes. La classe de la complexité des problèmes. Et il y a la classe de la complexité des algorithmes. Parce qu'on a dit que la complexité d'un problème P est la complexité du meilleur algorithme qui résout P. Si on a plusieurs algorithmes qui résolvent P, on va choisir le meilleur, celui qui a une complexité minimale. Maintenant, la complexité d'un algorithme, c'est le fait de calculer le nombre d'opérations élémentaires et fondamentales qu'il doit effectuer pour mener à bien un calcul en fonction de la taille des données d'entrée, bien sûr pour résoudre ce problème. Donc, pour pouvoir déterminer la complexité d'un problème, il faut calculer toutes les complexités de tous les algorithmes qui les résout et choisir le meilleur algorithme, c'est-à-dire celui qui a la complexité minimale. Ça, c'est le comportement sain. Bien, donc, donc ce tableau-là englobe c'est-à-dire les classes de complexité les plus utilisées. Il y a d'autres classes plus détaillées. Ça, c'est les plus rencontrées, si je puis dire. Et on va revenir sur d'autres types par la suite. Parce que ça, c'est le premier cours. On voudrait se mettre dans le contexte et définir la complexité d'une façon générale. Et on va, c'est-à-dire petit à petit, entrer dans les cas particuliers. Donc ça, c'est le schéma qui montre les différentes, c'est-à-dire les différents, comment dirais-je, changements de la complexité selon la taille, bien c'est-à-dire la taille du jeu de données n. Vous voyez ici, par exemple, ici c'est constant pour le rho de 1, donc c'est facile. Il y a ici le linéaire n, donc si le nombre de données augmente, la complexité augmente. Il y a l'exponentiel, vous voyez, de n. Il y a le polynomial n au carré, le logarithmique, aussi il y a une certaine logarithmique. Il y a, c'est-à-dire lorsque n augmente, rho de n augmente, mais d'une façon un peu plus minimale par rapport à l'exponentiel. L'exponentiel, vous voyez, c'est très, c'est-à-dire le changement, la taille change peu, c'est-à-dire la taille des jeux de données, elle change d'une façon minimale. Vous voyez que la complexité, elle augmente rapidement. C'est pour ça que les problèmes avec rho de n, les algorithmes avec rho de n et l'exponence avec rho de 2 de n, ce sont des problèmes plus difficiles. Maintenant, on va prendre un petit exemple de calcul de la complexité. Par exemple, on a ici une petite tranche d'un code en Python, une fonction codée en Python, la fonction factorielle. Donc on a def factoriel avec un paramètre n. On a une affectation ici fact égale à 1. On a le compteur i, on va commencer par 2. While i inférieur égal à n, fact égale à fact fois i. On a une incrémentation i égale i plus 1 et on va retourner bien sûr la valeur du factoriel. Donc ici, si on mesure, on a ici une seule affectation parce qu'on mesure les éléments, les opérations élémentaires. Donc ici, on a l'affectation, c'est une instruction élémentaire. Donc on a l'affectation ici, donc c'est 1. On a i égale dessus une affectation, donc c'est 1. Ici, on a une itération, donc O plus n-1, parce qu'on va refaire, c'est un traitement itératif. Donc, c'est n-1 plus la comparaison, parce qu'on doit comparer, c'est-à-dire on affecte et on compare i inférieur égal à n. Donc la comparaison, c'est 1. On a ici la multiplication fact fois plus affectation. On a la multiplication plus l'affectation, c'est 2. Ici, on a i. Donc on a i égale plus 1. On a l'addition plus l'affectation, donc on a 2.
Donc si on va, par exemple ici, mesurer cette complexité, donc on a 1 plus 1, c'est 2, plus n moins 1, plus 1, plus 2, plus 2. Donc on va trouver n plus 6. Donc on va prendre le paramètre avec la puissance maximale, donc c'est le n, et on va négliger les constantes additionnelles. Donc j'utilise les règles de calcul qu'on a données ici. Les règles d'évaluer rho. On néglige les constantes additionnelles, on néglige les constantes multiplicatives, on néglige les termes d'ordre inférieur. Donc ici j'ai n plus 6, donc je vais l'approximer avec l'ordre de grandeur gros O de n, donc est égal à n. Donc cette petite fonction-là, elle a une complexité linéaire. D'accord? Très bien. Donc de cela, je déduis que on a un algorithme et on voudrait écrire un algorithme et coder un algorithme. Donc avant de coder, il y a la notion de l'efficacité de coder, c'est-à-dire coder ou bien programmer d'une façon efficace. Donc ici, le chercheur doit tenir compte des points suivants. Avant de coder, premièrement, avant de commencer à programmer, avant de s'asseoir devant la machine et programmer, il faut définir l'algorithme, c'est-à-dire choisir l'algorithme efficace. Deuxièmement, prévoir son coût en calcul et prévoir son coût en mémoire. Ça, c'est le calcul de la complexité. Donc, il faut prévoir, il faut avoir le souci d'écrire un algorithme avec une complexité minimale sur le plan temps, temporel, sur le plan espace, mémoire. Donc la complexité spatiale. Une fois qu'on a pris, c'est-à-dire on a choisi l'algorithme efficace, il y a la notion de calibration. Comment, c'est-à-dire comment le programmeur puisse tenir compte de ces notions-là, il faut choisir les structures de données, les bonnes structures de données. C'est pour ça que le module structure de données est très important. Il faut apprendre toutes les structures de données utilisées en programmation pour pouvoir choisir la meilleure. Deuxièmement, choisir le bon algorithme. C'est ça le comportement sain de tout programmeur concepteur. Ou bien concepteur programmeur. Parce qu'il y a la conception, puis vient la programmation. La programmation, c'est en dernier lieu dans le développement d'un logiciel. Ou bien la résolution d'un problème. Maintenant, toujours sur le plan des règles des calculs, puisqu'il s'agit seulement de comparer des algorithmes, c'est-à-dire calculer la complexité pour comparer les algorithmes et choisir le meilleur. Les règles de ce calcul doivent être indépendantes du langage de programmation utilisé, du processeur de l'ordinateur sur lequel sera exécuté le code, parce que le calcul, dans le temps d'exécution, ça concerne le calcul, en général c'est le processeur, c'est-à-dire la ressource matérielle essentielle pour le calcul, c'est le processeur. Et bien sûr, de l'éventuel compilateur employé, quel que soit le compilateur utilisé. Donc ces trois notions techniques, parce que la notion du langage de programmation, le processeur et le compilateur, ce sont les outils et le matériel utilisé dans la phase de programmation. Maintenant, pour pouvoir choisir le bon algorithme, on ne va pas prendre ces trois notions techniques en considération. On va considérer que le principe de l'algorithme et sa structure sur le plan données et instructions. Donc on ne prend pas en considération le langage, ni le processeur, c'est-à-dire ni la machine, ni le compilateur utilisé. Donc par souci de simplicité, on fera l'hypothèse que toutes les opérations élémentaires sont à égalité de coût, soit une unité en temps. Ça c'est une convention. Dans un premier temps, par convention, toutes les opérations élémentaires, elles ont le même coût. Donc si c'est une affectation, c'est 1. C'est une addition, c'est 1. Une multiplication, c'est 1. C'est par convention. Par exemple, si on a cette instruction-là, A égale à B fois 3, c'est une affectation et une multiplication. Donc le calcul de la complexité, on a une unité pour la multiplication, une unité pour l'affectation, donc on a 2 unités. Vous voyez, ça c'est par convention pour simplifier le calcul dans un premier temps. Donc en général, pour conclure ce cours-là, pour résoudre un problème, il faut choisir l'algorithme efficace. Parce que pour résoudre un problème, il existe plusieurs algorithmes. Donc, il faut choisir le meilleur, c'est-à-dire l'algorithme efficace. Donc, l'algorithme efficace, c'est quoi? Quels sont les paramètres qui caractérisent un algorithme efficace? Premièrement, c'est un algorithme qui converge vers une solution du problème, ça c'est sûr et certain. Il faut que l'algorithme converge vers une solution, c'est-à-dire il résout réellement le problème. Il nous donne une solution du problème posé, ça c'est logique, ça c'est direct. Deuxièmement, une fois qu'on a, c'est-à-dire pu écrire l'algorithme qui résout le problème, c'est-à-dire une fois qu'on a pu trouver l'idée qui peut nous faire arriver à la solution, donc c'est très bien. Donc on a garanti la convergence de l'algorithme, très bien. Maintenant, comment?
D'accord? Donc là, cette première question, c'est quoi? L'algorithme, qu'est-ce qu'il fait? Il résout le problème. Donc, il converge vers une solution. Très bien. Maintenant, comment? On voudrait bien trouver cette solution d'une façon rapide et facile. Donc, le comment, c'est le fait de calculer la complexité temporelle et la complexité spatiale. Donc, il faut que cet algorithme efficace, une fois qu'il converge, il faut qu'il soit de complexité temporelle minimale. Donc, l'algorithme, bien, qui va être le programme par la suite, il doit s'exécuter en un temps raisonnable ou bien pratique. Donc, il faut que sa complexité temporelle va nous mener vers une exécution en un temps raisonnable et pratique. Deuxièmement, il faut qu'il soit de complexité spatiale minimale, c'est-à-dire qu'il utilise moins de ressources matérielles. Ou bien d'une autre vue, il ne faut pas que notre algorithme exige un matériel très coûteux. Donc, par exemple, si vous êtes dans une entreprise et vous voulez proposer un algorithme et un programme, vous n'avez pas proposé un algorithme qui est convergent, mais vous exigez un matériel qui dépasse les moyens de l'entreprise. Ça, c'est pas une solution. Comme ça, vous n'avez pas résolu le problème. Parce qu'il faut proposer à l'entreprise ou bien au client un logiciel qui va résoudre ses problèmes avec les moyens, avec ses moyens, c'est-à-dire avec son capital. Il ne faut pas exiger un capital extraordinaire pour que votre algorithme marche. Ça, c'est le sens inexact. Le bon sens, on a notre client, il a du matériel, il a un problème. Il faut que le concepteur informaticien propose un algorithme, c'est-à-dire propose un logiciel qui résout le problème de votre client, mais avec ses capacités, avec ses moyens. Il ne faut pas exiger des moyens coûteux pour que vous pratiquiez votre algorithme. Ça, c'est le bon sens. Le bon sens, il faut proposer un logiciel qui est bien sûr un programme et qui est un algorithme. Donc, il faut proposer un logiciel qui va résoudre le problème de votre client avec ses capacités matérielles. Ça, c'est le plus logique et le plus efficace. Donc, cela termine ce premier cours. Merci beaucoup pour votre attention et au prochain cours.